Et si devenir riche plus tôt que les autres n'était pas une question de chance, mais de psychologie? Pourquoi certaines personnes accumulent-elles de la richesse pendant que d'autres restent bloquées au même niveau pendant des années? La vérité est surprenante. La richesse commence dans l'esprit, bien avant d'apparaître sur votre compte bancaire. Aujourd'hui, inspirés par les principes de Tony Robbins, nous allons explorer la psychologie puissante qui permet à certains de prendre de l'avance financièrement. Si vous voulez comprendre comment penser, décider et agir comme ceux qui réussissent plus tôt que la moyenne, restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre trajectoire pour toujours. Leçon 1. La richesse est d'abord un état d'esprit. La richesse ne commence jamais par un dépôt sur un compte bancaire. Elle naît bien avant, dans les tréfonds de la psychologie humaine. Si l'on observe attentivement ceux qui réussissent financièrement à un jeune âge, on constate rapidement qu'ils ne possèdent pas de dons surnaturels ni de chance insolente. Ce qu'ils possèdent, c'est un système d'exploitation mentale radicalement différent de la moyenne. La majorité des gens opèrent avec un logiciel mental programmé pour la sécurité, la survie et la peur du manque. Les riches précoces, eux, ont reprogrammé ce logiciel pour détecter l'abondance, l'opportunité et la croissance. C'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Tant que vous croyez que l'argent est rare, difficile à obtenir ou la source de tous les maux, votre réalité extérieure s'alignera parfaitement sur cette croyance intérieure. Votre compte en banque est, en fin de compte, le reflet exact de votre thermomètre financier interne. Le point de bascule réside dans la qualité des questions que l'on se pose. Le cerveau humain fonctionne comme un moteur de recherche extrêmement puissant, mais totalement littéral. Si vous lui demandez « Pourquoi suis-je toujours fauché ?» ou « Est-ce que je vais échouer ?», il scannera votre mémoire et votre environnement pour trouver des preuves confirmant votre échec. Il vous rappellera vos erreurs passées, les statistiques économiques moroses ou les difficultés de votre entourage. En revanche, les bâtisseurs de richesse posent des questions orientées vers l'action et la solution. Ils demandent « Comment puis-je doubler mes revenus cette année ?» ou « Quelles compétences me manquent-ils pour atteindre le niveau supérieur ?» En changeant la question, vous forcez votre cerveau à ignorer les obstacles pour se focaliser exclusivement sur les itinéraires possibles vers le succès. Ce mécanisme est soutenu par ce que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire, SAR. C'est le filtre de votre cerveau qui décide de ce qui est important. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous décidez d'acheter une certaine voiture, vous commencez soudainement à la voir partout? La voiture était là avant, mais votre SAR l'ignorait. De la même manière, les opportunités de richesse sont partout autour de vous en ce moment même. Elles sont dans les problèmes non résolus de vos voisins, dans les inefficacités de votre entreprise, dans les nouveaux marchés émergents. Si votre état d'esprit est réglé sur survie, vous ne les verrez pas. Si votre état d'esprit est réglé sur création de valeur, elles vous sauteront aux yeux comme des néons dans la nuit. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre dans la même ville, avec la même économie, et obtenir des résultats financiers opposés. L'identité joue un rôle encore plus crucial que la compétence technique. Il est impossible d'agir de manière incohérente avec la façon dont on se perçoit sur le long terme. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui a du mal avec les chiffres ou quelqu'un issu d'un milieu modeste qui ne peut pas s'élever, vous vous auto-saboterez dès que vous approcherez du succès. C'est le syndrome de l'imposteur qui frappe à la porte. À l'inverse, adopter l'identité de « je suis un créateur de valeur » ou « je suis un investisseur avisé » change la donne. Une personne qui s'identifie comme athlète ne se demande pas si elle doit s'entraîner, c'est ce qu'elle fait, c'est qui elle est. De même, celui qui s'identifie comme riche avant même d'avoir l'argent adopte naturellement les habitudes, la discipline et la curiosité nécessaires pour le devenir. L'avoir suit toujours l'être. Cet état d'esprit implique également une rupture totale avec la mentalité de victime. Se plaindre de l'économie, du gouvernement, des impôts ou de son patron est le marqueur universel de la pauvreté mentale. C'est une démission de son propre pouvoir. Ceux qui s'enrichissent tôt
ont compris une vérité brutale mais libératrice. Ils sont 100% responsables de leur situation financière. Cette responsabilité radicale est effrayante car elle élimine les excuses, mais elle est la seule voie vers la liberté. Si c'est ma faute si je suis fauché, alors c'est grâce à moi si je deviens riche. Cela signifie que j'ai le pouvoir de changer la situation. C'est ce passage du statut de spectateur passif à celui d'acteur engagé qui constitue la première et la plus importante richesse. Enfin, cet état d'esprit se nourrit d'une relation saine avec l'échec. Pour la personne moyenne, l'échec est une preuve d'incapacité, un signal d'arrêt définitif. Pour l'esprit orienté vers la richesse, l'échec n'est rien de plus qu'une information. C'est une donnée brute qui indique ce qui ne fonctionne pas, permettant d'affiner la stratégie. Ils ne disent pas « j'ai échoué », mais « j'ai testé une hypothèse qui s'est révélée fausse ». Cette nuance psychologique permet de persévérer là où d'autres abandonnent. La richesse est donc avant tout la capacité à maintenir une vision claire et une confiance inébranlable en ses capacités, même en l'absence de résultats immédiats. C'est une forteresse mentale que l'on construit brique par brique, pensée par pensée, jusqu'à ce que la réalité extérieure n'ait d'autre choix que de s'y conformer. Leçon 2. L'émotion contrôle vos finances. Il est une illusion tenace qui consiste à croire que la finance est une science exacte, faite de mathématiques froides, de feuilles de calcul Excel et de graphiques rationnels. En réalité, la finance personnelle est avant tout une discipline comportementale. L'argent n'est que le véhicule. Les émotions sont le conducteur. Et bien souvent, ce conducteur est ivre, effrayé ou euphorique. L'histoire économique est jonchée de gens brillants, dotés de QI élevés qui ont fait faillite parce qu'ils ne savaient pas gérer leurs impulsions. À l'inverse, des gens ordinaires ont bâti des fortunes colossales simplement parce qu'ils ont su maîtriser leur tempérament. La richesse ne dépend pas tant de ce que vous savez, mais de comment vous vous comportez quand les choses vont mal. La peur est sans doute l'émotion la plus destructrice pour le patrimoine. C'est un instinct de survie ancestral conçu pour nous protéger des prédateurs, mais qui est totalement inadapté au marché financier. Lorsque la bourse chute ou qu'un investissement perd de la valeur temporairement, le cerveau reptilien hurle « danger ». La réaction immédiate est de vendre, de liquider, de fuir pour arrêter la douleur de la perte. C'est ainsi que des millions de personnes vendent au plus bas, cristallisant des pertes qui n'étaient que virtuelles, et détruisent des années d'efforts en quelques minutes de panique. Ceux qui réussissent ont appris à dissocier la peur de l'action. Ils ressentent la peur, mais ils ne la laissent pas toucher au clavier. Ils comprennent que la volatilité est le prix à payer pour obtenir des rendements supérieurs. À l'autre extrémité du spectre émotionnel se trouvent l'avidité et l'impatience. La société moderne, dopée à la dopamine des réseaux sociaux et de la livraison en 24 heures, a érodé notre capacité à attendre. Nous voulons devenir riches, hier. Cette impatience conduit à des décisions désastreuses. Investir dans des crypto-monnaies douteuses parce qu'elles montent, suivre des gourous promettant des rendements impossibles ou changer de stratégie tous les 3 mois. L'impatience est coûteuse. Le marché financier est, selon la célèbre citation de Warren Buffett, un mécanisme de transfert de l'argent des impatients vers les patients. Maîtriser son impatience, c'est accepter que l'enrichissement est un processus ennuyeux, lent et répétitif, et non un événement excitant et soudain. L'ego est le 3e cavalier de l'apocalypse financière. C'est l'ego qui nous pousse à acheter une voiture de luxe que nous ne pouvons pas nous permettre pour impressionner des gens que nous n'aimons même pas. C'est l'ego qui nous empêche de dire « je ne sais pas » et nous pousse à investir dans des choses que nous ne comprenons pas pour paraître intelligents. La dépense ostentatoire est l'ennemi de la richesse réelle. La richesse est ce que l'on ne voit pas. C'est l'argent qui n'a pas été dépensé en montres, en voitures ou en vêtements de marque. C'est de l'argent converti en actifs. Les gens qui deviennent riches tôt ont souvent l'humilité de vivre en dessous de leurs moyens, ignorant le regard des autres pour se concentrer sur leur propre tableau de bord financier.
La discipline émotionnelle dont il est question ici s'apparente au stoïcisme. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus, le marché s'effondre, un ami s'achète une nouvelle maison, une opportunité incroyable se présente, et la réponse. Dans cet espace réside la liberté financière. Les investisseurs à succès développent des règles et des systèmes justement pour se protéger de leurs propres émotions. Ils automatisent leurs investissements pour ne pas avoir à décider chaque mois. Ils se fixent des règles de sortie avant même d'entrer dans une position. Ils savent qu'ils sont faillibles et construisent des garde-fous pour empêcher leur nature émotionnelle de saboter leur plan rationnel. En fin de compte, l'argent est un amplificateur d'émotions. Si vous êtes anxieux, plus d'argent vous rendra plus paranoïaque. Si vous êtes généreux, plus d'argent vous rendra plus philanthrope. Comprendre que l'émotion pilote le navire est la première étape pour reprendre la barre. L'éducation financière ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'une éducation émotionnelle. Savoir lire un bilan comptable est utile, mais savoir rester calme quand tout le monde panique est indispensable. C'est cette maîtrise de soi, cette capacité à être à contre-courant de la foule hystérique qui constitue le véritable avantage compétitif dans la course à la richesse. Leçon 3. Ils pensent à long terme. La capacité à se projeter dans l'avenir est l'une des caractéristiques cognitives qui distinguent l'humain des autres espèces, mais chez les bâtisseurs de richesse, cette faculté est poussée à son paroxysme. Penser à long terme n'est pas simplement une bonne habitude, c'est la pierre angulaire de toute accumulation de capital significative. Nous vivons dans une dictature de l'instant présent, où le court terme dicte tout, les résultats trimestriels des entreprises, les likes sur une photo, le plaisir d'un achat impulsif. S'extraire de cette myopie temporelle demande un effort conscient et constant. Ceux qui s'enrichissent tôt le font parce qu'ils vivent mentalement dans le futur. Ils prennent leurs décisions d'aujourd'hui en fonction de la personne qu'ils veulent être dans 10 ans, et non en fonction de ce qui leur ferait plaisir dans 10 minutes. Le concept central ici est celui du sacrifice stratégique, ou le report de gratification. C'est la capacité de dire non à un plaisir petit et immédiat pour dire oui à un plaisir grand et futur. Cela signifie conduire une voiture d'occasion alors que l'on pourrait s'offrir une neuve à crédit, pour investir la différence. Cela signifie passer ses week-ends à apprendre une compétence ou à développer un projet parallèle au lieu de sortir faire la fête. Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est du calcul. Ils comprennent que chaque euro dépensé aujourd'hui n'est pas juste un euro perdu, mais c'est la perte de tout ce que cet euro aurait pu devenir s'il avait été investi et composé sur 20 ans. Ils ne voient pas l'argent pour sa valeur faciale, mais pour sa valeur potentielle future. La magie du long terme repose sur la puissance des intérêts composés, que l'on appelle souvent la 8e merveille du monde. Mais ce principe ne s'applique pas qu'à la finance. Il s'applique aux connaissances, aux relations et à la réputation. Lire 10 pages par jour semble insignifiant sur une semaine, mais représente des dizaines de livres par an, créant un écart de connaissances gigantesque sur une décennie. Entretenir un réseau professionnel sans rien demander en retour semble être une perte de temps aujourd'hui, mais crée un levier relationnel puissant pour l'avenir. Les riches précoces comprennent que les courbes de croissance ne sont pas linéaires, mais exponentielles. Le début est toujours plat, lent et décourageant. C'est la vallée de la déception. La majorité abandonne durant cette phase, ne voyant pas de résultats. Les visionnaires persistent car ils savent que la courbe finira par décoller à la verticale. Penser à long terme signifie aussi construire des actifs plutôt que de courir après des revenus. Un salaire est une solution à court terme pour un problème à long terme, vivre. Un actif, une entreprise, un portefeuille boursier, un bien immobilier, une propriété intellectuelle, est une machine qui travaille pour vous indéfiniment. Construire un actif est pénible et souvent non rémunérateur au début. C'est planter un arbre. Il faut creuser, arroser et protéger la pousse pendant des années avant de pouvoir profiter de l'ombre ou des fruits. La mentalité de pauvreté veut cueillir le fruit immédiatement.
La mentalité de richesse est obsédée par la plantation du verger. Ils acceptent de travailler dur une fois pour être payés de manière récurrente par la suite. Cette vision à long terme offre également une résilience incroyable face aux crises. Quand on regarde l'horizon à 20 ans, une récession économique de 18 mois n'est qu'un nid de poules sur l'autoroute, voire une opportunité d'acheter des actifs au rabais. Celui qui pense à la semaine prochaine panique. Celui qui pense à la décennie prochaine se prépare. Cette perspective permet de relativiser les problèmes quotidiens et de maintenir le cap. C'est une forme de sagesse qui consiste à comprendre que le temps est l'ingrédient principal de la réussite et qu'on ne peut pas faire un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. Certaines choses ne peuvent pas être accélérées, elles doivent être mûries. Enfin, penser à long terme, c'est penser à l'héritage et à la liberté, pas seulement à la consommation. C'est se demander, si j'arrête de travailler demain, combien de temps puis-je survivre ? La richesse n'est pas mesurée en montant d'argent, mais en temps de liberté. Les riches précoces achètent leur temps futur. Ils construisent des systèmes qui fonctionneront sans eux. C'est cette déconnexion entre leur temps de travail et leurs revenus qui est l'objectif ultime de la vision à long terme. Ils ne cherchent pas la retraite à 65 ans pour ne rien faire, mais la liberté à 35 ou 40 ans pour faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. C'est le luxe ultime que seule la patience stratégique peut offrir. Leçon 4. Ils prennent des décisions rapides, mais réfléchies. La vitesse est une arme dans le monde moderne. L'adage « le gros mange le petit » a été remplacé par « le rapide mange le lent ». Les personnes qui réussissent financièrement se distinguent par leur capacité à trancher, à prendre des décisions et à avancer. L'analyse paralysie, le fait de trop réfléchir jusqu'à l'immobilisme, est le poison de l'opportunité. Beaucoup de gens attendent d'avoir 100% des informations, que toutes les conditions soient parfaites, que le risque soit nul. Or, ce moment n'arrive jamais. Le temps que vous passiez à chercher la certitude absolue, l'opportunité est déjà passée ou quelqu'un d'autre l'a saisie. Les riches précoces opèrent souvent avec 70% des informations nécessaires, faisant confiance à leur capacité d'adaptation pour gérer les 30% d'incertitudes restants. Attention, il y a une différence fondamentale entre être rapide et être impulsif. L'impulsivité est émotionnelle, voire la leçon 2. Elle est réactionnelle et souvent irréfléchie. La rapidité décisionnelle des riches est, elle, calculée. Ils ont développé des modèles mentaux et des critères clairs qui leur permettent de filtrer les opportunités en un temps record. Ils savent ce qu'ils cherchent. Quand une opportunité correspond à leurs critères, ils appuient sur la gâchette sans hésiter. C'est comme un chirurgien expert. Il opère vite non pas parce qu'il se précipite, mais parce qu'il maîtrise sa technique et qu'il n'a pas besoin de consulter un manuel à chaque incertitude. Cette compétence se travaille. C'est un muscle qui se renforce à chaque décision prise. Ils comprennent aussi la notion de coût d'opportunité de l'inaction. Ne rien faire est une décision en soi, et souvent la plus coûteuse. Si vous hésitez pendant 2 ans à lancer votre entreprise ou à investir en bourse, vous ne perdez pas seulement 2 ans. Vous perdez l'expérience que vous auriez acquise, les erreurs dont vous auriez appris, et l'effet cumulé de ces 2 années de croissance. Ils préfèrent prendre une décision imparfaite aujourd'hui et la corriger demain, plutôt que de ne rien décider du tout. Ils adoptent une approche itérative, prêt, feu, viser, plutôt que prêt, viser, viser, viser. L'action génère de l'information. On apprend plus en 1 semaine sur le terrain qu'en 1 an de théorisation. Une distinction cruciale qu'ils opèrent est celle entre les décisions réversibles et irréversibles. Le concept des portes à sens unique et à double sens de Jeff Bezos. Si une décision est réversible, on peut revenir en arrière à faible coût, ils décident extrêmement vite. Pourquoi attendre? Si ça ne marche pas, on change. Si la décision est irréversible, vendre son entreprise, engager tout son capital, alors ils ralentissent, analysent en profondeur et consultent. Le problème de la majorité
et qu'elles traitent toutes les décisions comme si elles étaient irréversibles, passant des heures à choisir une police de caractère ou un logo, gaspillant une énergie mentale précieuse sur des détails triviaux au lieu de se concentrer sur les grands mouvements stratégiques. Cette vélocité crée un élan, un momentum. Le succès aime la vitesse. Lorsque vous bougez vite, vous créez de l'énergie, vous attirez l'attention, vous forcez les barrières à tomber. Les problèmes ont tendance à s'accumuler sur les cibles immobiles. En étant en mouvement constant, vous devenez plus difficile à arrêter. De plus, prendre des décisions rapides permet d'échouer plus vite. Cela semble contre-intuitif, mais si vous devez échouer, autant que ce soit rapide et bon marché. En échouant vite, vous pivotez vite et vous trouvez le chemin du succès avant d'avoir épuisé vos ressources. C'est le cycle d'apprentissage accéléré. Enfin, cette capacité à décider découle d'une confiance en soi profonde. La certitude que, quoi qu'il arrive, je saurai gérer la situation. La peur de décider est souvent la peur de ne pas savoir gérer les conséquences d'une mauvaise décision. Les personnes qui réussissent savent qu'il n'y a pas de fatalité. Une mauvaise décision est rarement mortelle. C'est juste un problème à résoudre. En dédramatisant l'erreur, ils libèrent leur capacité d'action. Ils ne cherchent pas à avoir raison tout le temps. Ils cherchent à avancer tout le temps. C'est cette dynamique de mouvement perpétuel, guidée par une intelligence vive, qui leur permet de distancer la concurrence. Leçon 5. Elles augmentent leur valeur, pas seulement leurs revenus. C'est ici que réside le secret le plus mal compris de l'économie personnelle. La plupart des gens sont obsédés par la question « Comment gagner plus d'argent ?» Ils cherchent des astuces, demandent des augmentations, font des heures supplémentaires. Mais l'argent n'est pas une entité que l'on chasse, c'est une conséquence. L'argent est un bon d'échange que la société vous donne en retour de la valeur que vous avez apportée. Pour gagner plus, il ne faut pas nécessairement travailler plus, le temps est limité. Il faut apporter plus de valeur, ce qui est illimité. Les riches précoces ne courent pas après les billets. Ils courent après la compétence, l'excellence et l'impact. Ils savent que s'ils deviennent excellents, l'argent suivra inévitablement. La loi de l'offre et de la demande s'applique impitoyablement au marché du travail et des affaires. Si vous faites ce que tout le monde peut faire, tourner des burgers, entrer des données, effectuer des tâches répétitives, vous serez payé ce que tout le monde est payé, peu, car vous êtes facilement remplaçable. L'offre est grande. Pour augmenter sa valeur, il faut se positionner là où la demande est forte, mais l'offre est rare. Cela signifie acquérir des compétences difficiles, techniques ou spécialisées que peu de gens ont le courage ou la discipline d'apprendre. Cela peut être le codage de haut niveau, la vente complexe, la gestion de crise ou la capacité à fédérer des équipes autour d'une vision. Plus le problème que vous résolvez est complexe et douloureux pour quelqu'un qui a de l'argent, plus votre récompense sera élevée. Augmenter sa valeur signifie aussi passer d'une logique d'exécution à une logique de résultat. Un employé moyen est payé pour son temps et sa présence. Un créateur de richesse est payé pour ses résultats. Il ne dit pas « j'ai travaillé 10 heures », il dit « j'ai fait économiser 50 000 € à l'entreprise » ou « j'ai généré 100 000 € de vente ». Quand vous parlez le langage du résultat, vous n'êtes plus une dépense pour votre employeur ou vos clients, vous devenez un investissement. Et on ne coupe pas les budgets d'investissement qui rapportent. En quantifiant la valeur que vous apportez, vous justifiez une rémunération sans commune mesure avec les grilles salariales classiques. Le développement personnel et professionnel continu est le moteur de cette augmentation de valeur. Jim Rohn disait « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Les gens qui réussissent sont des éternels étudiants. Ils lisent, se forment, prennent des coachs, assistent à des séminaires. Ils comprennent que leur esprit est leur actif le plus précieux. Chaque nouvelle compétence acquise est un outil supplémentaire dans leur boîte à outils, leur permettant de construire des édifices plus grands et plus complexes. Ils combinent souvent des compétences qui vont rarement ensemble, par exemple la comptabilité et l'art oratoire, ou l'ingénierie et la psychologie de vente. Cette hybridation des compétences crée un profil unique, donc rare, donc cher.
Il s'agit également de déconnecter ses revenus de son temps. Tant que vous échangez 1 heure de votre vie contre une somme fixe, votre richesse est plafonnée par le nombre d'heures dans une journée. Augmenter sa valeur signifie créer des systèmes, des produits ou des contenus qui continuent d'apporter de la valeur même quand vous dormez. Écrire un livre, créer un logiciel, enregistrer une formation, investir dans des entreprises, c'est cristalliser votre valeur dans quelque chose de duplicable. Vous ne créez la valeur qu'une fois, mais elle est consommée et payée des milliers de fois. C'est l'effet de levier ultime. Enfin, augmenter sa valeur, c'est aussi soigner sa réputation et sa marque personnelle. Dans une économie de la confiance, qui vous êtes et qui vous connaît compte autant que ce que vous savez faire. Être connu comme la personne qui résout les problèmes, qui est fiable, intègre et excellente, multiplie la valeur perçue de votre travail. La richesse devient alors une conséquence naturelle de qui vous êtes devenu. Vous n'avez plus besoin de manipuler ou de forcer pour obtenir de l'argent. Les opportunités viennent à vous parce que vous êtes un aimant à valeur. C'est la transition ultime. Ne plus chercher le succès, mais devenir une personne que le succès cherche à atteindre. Devenir riche avant les autres n'est pas un secret réservé à une élite. C'est une stratégie mentale, un état d'esprit orienté vers la croissance, une maîtrise émotionnelle solide, une vision à long terme, une action rapide et une obsession pour la valeur. La psychologie crée la stratégie crée les résultats. La question est maintenant simple. Allez-vous continuer à penser comme la majorité ou décider aujourd'hui d'adopter la psychologie de ceux qui prennent de l'avance? Votre avenir financier commence dans votre esprit.